Notre vaisseau spatial le plus rapide, la sonde solaire Parker, voyage à 634 000 km/h. C'est 626 fois plus rapide qu'un avion de ligne. Assez rapide pour faire le tour de la Terre en moins de 4 minutes. Et à cette vitesse, voyager d'une seule année-lumière prendrait plus de 1600 ans. Une année-lumière, pas dans une autre galaxie, même pas une autre étoile. Une seule année-lumière, et le meilleur que nous ayons jamais construit prendrait plus de temps que toute l'étendue de la civilisation occidentale enregistrée pour y parvenir. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'avec une technologie en développement sérieux en ce moment, ce même parcours pourrait prendre 5 ans. Et avec des concepts qui restent à la limite de la physique théorique, cela pourrait se faire en quelques heures. Dans cette vidéo, nous allons examiner tous les niveaux technologiques, des engins spatiaux que nous avons déjà lancés, aux systèmes de propulsion conçus aujourd'hui, en passant par des idées qui restent à la limite de ce que la physique permet actuellement, et répondre honnêtement. Combien de temps faudrait-il vraiment pour parcourir une année-lumière? Si vous êtes nouveau ici et passionné par la science de l'espace profond, abonnez-vous et activez les notifications. Nous couvrons ce type de contenu chaque semaine. Maintenant, commençons. Ce qu'est vraiment une année-lumière. La plupart des gens savent, de manière générale, qu'une année-lumière est une mesure de distance plutôt que de temps. Mais connaître ces données et réellement ressentir leur ampleur sont deux choses complètement différentes. Et l'échelle compte ici, plus que dans presque n'importe quel autre sujet scientifique que vous rencontrerez probablement. Les chiffres impliqués dans les distances interstellaires sont tellement éloignés de l'expérience humaine quotidienne que les raccourcis mentaux habituels, comparer les choses au terrain de football, ou la distance de New York à Los Angeles, ou la hauteur du mont Everest, échouent tout simplement. L'échelle est dans une catégorie différente. Alors construisons-la de zéro et voyons si nous pouvons vraiment comprendre ce à quoi nous avons affaire. La lumière voyage à 299 792 km par seconde. En une seconde, un photon parcourt une distance équivalente à environ 7 tours et demi autour de toute la circonférence de la Terre. Ce n'est pas un chiffre que l'on peut sentir intuitivement. C'est trop rapide. Le cerveau humain n'a pas vraiment de catégorie pour cela. Ce que nous pouvons faire, c'est l'ancrer dans ce que nous comprenons et laisser les chiffres faire le travail à partir de là. À cette vitesse, il faut environ 1,3 secondes à la lumière pour voyager de la Terre à la Lune. Il faut 8 minutes 20 secondes pour voyager du Soleil à la Terre. Ce qui signifie que la lumière du Soleil qui réchauffe votre peau en ce moment a quitté sa source avant que la plupart des gens n'aient fini leur café du matin. Il faut environ 43 minutes pour atteindre Jupiter. Environ 82 minutes pour atteindre Saturne. Voici et environ 5 heures et demie pour atteindre la limite de notre système solaire, près de l'orbite de Neptune. Une année-lumière est ce que l'on obtient lorsque l'on laisse la lumière voyager à cette vitesse pendant toute une année, tous les 365 jours, chaque heure, chaque seconde, sans pause. Le résultat est d'environ 9,46 billions de kilomètres. Écrit numériquement, cela fait 9 quadrillions 460 milliards de kilomètres. Le numéro compte 13 chiffres. Pour le dire dans un cadre compréhensible,
la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 km. Il faudrait empiler environ 24,6 millions de ces distances lunaires, une après l'autre, pour couvrir une année-lumière. La distance entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres, correspond à une année-lumière et environ 63 000 fois. Si vous essayez de rouler à une année-lumière à la vitesse de l'autoroute, en réglant le régulateur à 105 km/h, sans jamais vous arrêter pour faire le plein ou dormir, il vous faudrait environ 103 millions d'années pour y arriver. La dernière fois qu'un tel temps s'était écoulé sur Terre, les premiers dinosaures commençaient tout juste à évoluer. Les continents n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. L'océan Atlantique n'était qu'une fraction de sa taille actuelle. Et voici la figure qui impacte généralement le plus les gens. Voyager 1, l'objet humain le plus lointain qui existe, a été lancé en 1977 et voyage dans l'espace depuis près de 50 ans. Pendant ce temps, il a parcouru un peu plus de 24 milliards de kilomètres et continue de rouler à environ 60 et 1 000 km/h. Peu importe comment on les appelle sur Terre, Voyager 1 est extraordinairement loin de chez lui. Selon les standards interstellaires, il a à peine bougé. Après un demi-siècle de vol continu, il a couvert moins de 0,03% d'une seule année-lumière. C'est là que nous travaillons. Dans le contexte des distances interstellaires, un demi-siècle de vols spatiaux est une erreur d'arrondi. Il est aussi important de noter ce que signifie réellement espace interstellaire dans ce contexte. Voyager 1 a franchi ce que les scientifiques appellent l'héliopause en 2012. La frontière où le vent solaire, le flux de particules chargées qui s'écoule constamment depuis le Soleil, cède la place au milieu interstellaire. Cela a été célébré comme une étape historique, et c'est le cas. Voyager 1 est devenu le premier objet créé par l'homme à entrer dans un espace étoilé. Mais l'héliopause est à environ 120 unités astronomiques du Soleil, soit environ 18 milliards de kilomètres. Une année-lumière correspond à 63 240 et une unité astronomique. Voyager 1 est à moins de 0,2% d'une année-lumière du Soleil. C'est dans l'espace interstellaire au sens technique de cette expression. Mais ce n'est pas du tout comparable à être parmi les étoiles, dans un sens spatial significatif. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouve à 270 000 unités astronomiques. Voyager 1 a parcouru moins d'un 2/1000 de cette distance. Il est aussi utile de comprendre où une année-lumière vous place réellement dans notre voisinage cosmique, car la destination elle-même est intéressante. Si vous voyagiez exactement à une année-lumière vers l'extérieur de la Terre, vous n'atteindrez pas une autre étoile. Tu ne quitterais même pas la sphère gravitationnelle de notre système solaire. Vous vous retrouveriez quelque part dans le nuage d'Oort, l'immense enveloppe diffuse de corps glacés qui forme la limite la plus extérieure du territoire du Soleil. Cette région est presque totalement inexplorée, en partie parce que les objets à son intérieur sont si faibles et si éloignés que nous ne pouvons les détecter qu'indirectement. Nous savons que le nuage d'Oort existe principalement à cause des comètes qu'il nous envoie parfois. Lorsqu'une perturbation gravitationnelle, peut-être une étoile de passage ou des forces de marée dans la galaxie, pousse un objet dans le nuage d'Oort vers l'intérieur, il commence une longue chute lente vers le Soleil
qui peut durer des milliers d'années. Celles-ci deviennent les comètes à longue période, qui apparaissent parfois dans notre ciel, parfois assez brillantes pour être visibles en plein jour, laissant des traînées de gaz et de poussière sur des millions de kilomètres. Ces comètes ont commencé leur voyage à environ une année-lumière de distance. Dans un sens astronomique significatif, une année-lumière de la Terre reste notre arrière-cour. L'étoile la plus proche au-delà de notre Soleil, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,24 années-lumière. Une seule année-lumière vous mène environ un quart de la distance jusqu'à notre voisin stellaire le plus proche. Avec cette échelle en place, voyons ce que nous pourrions réellement faire. Les machines que nous avons déjà construites. La sonde solaire Parker, lancée par la NASA en août 2018, est l'objet humain le plus rapide jamais construit. Sa mission est d'étudier l'atmosphère externe du Soleil. Et pour ce faire, il effectue une série de passages de plus en plus proches autour de l'étoile, utilisant la gravité solaire pour accélérer davantage à chaque orbite. En septembre 2023, lors de l'une de ces approches, il a atteint une vitesse maximale d'environ 635 000 km/h, plus de 600 km, 26 fois plus rapide qu'un avion de ligne, assez rapide pour faire le tour de la Terre en moins de 4 minutes. À cette vitesse, parcourir une année-lumière prendrait environ 1600 ans. C'est à peu près à cette époque qui nous sépare de la chute de l'Empire romain d'Occident. Pensez à tout ce qui a changé en 1600 ans. Combien de civilisations se sont élevées et se sont effondrées? Combien de langues sont apparues et disparues? À quel point le monde de 400 après Jésus-Christ serait méconnaissable pour quelqu'un vivant aujourd'hui. Une sonde lancée maintenant à des vitesses depuis la sonde solaire Parker atteindrait sa destination à une année-lumière à un point du futur si lointain que nous ne pouvons imaginer de manière significative à quoi ressemblerait la civilisation humaine à ce moment-là, ni si elle existerait encore sous une forme reconnaissable. La sonde solaire Parker représente la meilleure que nous ayons jamais construite et lancée dans la réalité. Tous les autres engins spatiaux de notre histoire ont été plus lents. La Saturne V, qui a transporté des humains sur la Lune et reste l'une des fusées les plus puissantes jamais construites, atteignait une vitesse maximale d'environ 40 000 km/h, ce qui place un voyage d'une année-lumière en environ 100 000 ans, soit à peu près toute la durée d'existence de notre espèce. La navette spatiale opérait à environ 28 000 km/h en orbite, ce qui implique plus de 150 000 ans pour couvrir une année-lumière. Voyager 1, qui a utilisé la gravité de Jupiter et Saturne pour se propulser sur une trajectoire d'évasion, se déplace à 61 000 km/h et nécessiterait environ 17 500 ans. La sonde solaire Helios 2, qui a brièvement atteint 253 000 km/h lors d'une rotation gravitationnelle autour du Soleil en 1976, fait encore face à un voyage de 4000 ans. Les comparaisons historiques aiment à situer ces chiffres dans leur contexte. Si la sonde solaire Parker avait été lancée lorsque la grande pyramide de Gizeh a été achevée, vers 2600 avant Jésus-Christ, elle serait encore en transit aujourd'hui, avec plus de 3300 ans de voyage encore à venir. L'ensemble de l'histoire écrite de l'humanité, des premières tablettes sumériennes en argile jusqu'à aujourd'hui, ne serait pas suffisant. Cela remonte encore plus loin, à l'époque où notre espèce est apparue pour la première fois sous le nom d'Homo sapiens,
il y a environ 300 000 ans. An, la sonde aurait encore couvert moins de 20% d'une année-lumière. Ce ne sont pas des points rhétoriques. Ils sont une déclaration précise de l'ampleur du problème. Ce qui rend cela particulièrement difficile, c'est comme Axios que la difficulté ne réside pas principalement dans l'ingénierie. C'est la physique. La propulsion chimique, qui a propulsé toutes les fusées jamais lancées par l'humanité, est limitée par une relation mathématique formalisée par Konstantin Tsiolkovsky au début du XXe siècle. L'équation de la fusée décrit une limite fondamentale. Pour aller plus vite, il faut plus de carburant. Plus de carburant ajoute de la masse. Plus de masse nécessite plus de carburant pour accélérer, et le ratio s'accumule contre vous à mesure que vous accélérez à la vitesse. Pour atteindre ne serait-ce qu'1% de la vitesse de la lumière en utilisant un propergol chimique, une fusée chimique devrait être composée presque entièrement de carburant. Le rapport de masse devient physiquement absurde avant même d'approcher la vitesse interstellaire. La propulsion chimique nous a menés sur la Lune. Il transportait des sondes robotiques sur chaque planète du système solaire et au-delà. Mais elle a essentiellement atteint son plafond en tant que technologie pour les voyages dans l'espace profond. Et ce plafond est bien loin de ce que nécessitent les distances interstellaires. Combler ce fossé nécessite quelque chose avec une source d'énergie et un mécanisme de propulsion fondamentalement différents. Il vaut la peine de faire une pause pour mettre en perspective l'amélioration nécessaire. Pour traverser une année-lumière en une seule vie humaine de, disons, 80 ans, un engin spatial devrait parcourir environ 118 milliards de kilomètres par heure, soit environ 11% de la vitesse de la lumière. Notre meilleure sonde actuelle, la sonde solaire Parker, roule à 635 000 km par heure. L'écart entre l'endroit où nous en sommes et là où nous devons être pour un parcours de toute une vie est d'environ 186 000. Ce n'est pas un défi d'amélioration progressive. C'est un défi qui nécessite un type de propulsion complètement différent. La bonne nouvelle, et c'est vraiment une bonne nouvelle, est que la physique de notre univers ne semble pas nous empêcher de combler cet écart. L'énergie est là en principe. La question est de savoir si nous pouvons y accéder, la transformer efficacement en poussée et construire les systèmes d'ingénierie pour le faire de manière fiable. Plusieurs approches distinctes ont été identifiées comme des voies plausibles. Les haut-parleurs d'ions et l'approche d'efficacité. La première alternative sérieuse à la propulsion chimique pour les missions en espace lointain est la propulsion ionique, et elle fonctionne selon un principe complètement différent. Au lieu de brûler une réaction chimique pour générer de la poussée, un propulseur ionique utilise des champs électriques pour accélérer les particules chargées, les ions, à des vitesses d'échappement très élevées et les éjecte sous forme de courant propulsif. La force produite à un moment donné est minuscule, généralement mesurée en millinewtons, soit à peu près le poids de quelques trombones. Mais les propulseurs ioniques peuvent y maintenir cette poussée en continu pendant des mois, voire des années, car ils sont extraordinairement efficaces avec leur propergol. La technologie n'est pas théorique. Le vaisseau Dawn de la NASA a utilisé la propulsion ionique pour orbiter à la fois l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès, devenant ainsi le premier vaisseau à orbiter deux objets extraterrestres en séquence. Les missions japonaises Hayabusa et Hayabusa 2 ont utilisé des propulseurs ioniques pour naviguer vers et depuis les astéroïdes. Hayabusa 2 ramenant des échantillons de l'astéroïde Ryugu sur Terre en 2020. La sonde SMART 1 de l'Agence spatiale européenne
utilisait une propulsion ionique pour spiraler de la Terre à l'orbite lunaire. C'est une technologie opérationnelle, éprouvée, pas un concept de référence. L'avantage clé de la propulsion ionique par rapport aux fusées chimiques réside dans une quantité appelée impulsion spécifique, essentiellement une mesure de l'efficacité avec laquelle un système convertit la masse du propergol en poussée. Les fusées chimiques atteignent des impulsions spécifiques d'environ 300 à 450 secondes. Les propulseurs ioniques avancés atteignent entre 1500 et 10 000 secondes. Cette amélioration de l'efficacité de 10 à 20 facteurs permet à une quantité relativement modeste de propergol de produire une accélération significative sur de longues durées de mission. Un vaisseau spatial propulsé par ion brûle du carburant à une fraction minuscule de la vitesse d'une fusée chimique, ce qui signifie qu'il peut continuer à accélérer bien plus longtemps avant de s'épuiser. Sur des missions de plusieurs mois ou années, les propulseurs ioniques actuels peuvent pousser les engins spatiaux à environ 320 000 km/h, visiblement plus rapide que Voyager 1, mais avec une traversée d'une année-lumière dans environ 30 000 ans. Les propulseurs plasma de nouvelle génération et les propulseurs à effet Hall en cours de développement poussent encore plus les vitesses d'échappement. Certains modèles théoriques proposent des systèmes dont les vitesses d'échappement sont 10 à 20 fois supérieures à celles des moteurs en fonctionnement actuels. Et lorsqu'ils sont combinés à des réacteurs nucléaires compacts, qui pourraient fournir la puissance électrique nécessaire aux propulseurs ioniques sans dépendre de panneaux solaires rendant inutilisables dans l'espace lointain, les performances s'améliorent considérablement. Pourtant, la propulsion ionique n'est pas la technologie qui nous mènera vers les étoiles. Son rôle est plus nuancé. Il rend le système solaire extérieur accessible aux missions robotiques, étend considérablement la portée opérationnelle des engins spatiaux et met en avant la base de connaissances en ingénierie et en sciences des matériaux sur laquelle des systèmes futurs plus puissants seront construits. Considérez-la comme une technologie de pont, réelle, utile et pointant dans la bonne direction, mais incapable de traverser des distances interstellaires à n'importe quelle échelle de temps humaine. Les bougies laser et le concept Starshot. Si la propulsion ionique représente l'amélioration réaliste à court terme, la voile de dériveur propulsée par laser représente quelque chose de catégoriquement plus ambitieux et mérite une attention particulière, car la physique qui la sous-tend est réellement solide et la recherche active est en cours. Le concept commence par les voiles solaires, qui utilisent la douce pression du Soleil pour générer de la poussée. Ce n'est pas de la science-fiction. Le LightSail 2 de la Planetary Society a opéré avec succès en orbite terrestre entre 2019 et 2022, démontrant la navigation solaire contrôlée. Le vaisseau japonais Icaros a utilisé une propulsion à voile solaire dans l'espace profond lors de sa mission de 2010 vers Vénus. Le principe physique est bien établi. Les photons n'ont pas de masse, mais transportent leur quantité de mouvement. Et lorsqu'ils sont réfléchis sur une surface, ils y transfèrent une minuscule impulsion. Une voile suffisamment grande, légère et positionnée assez près du Soleil, peut accumuler ces impulsions en poussée significative au fil du temps. La limite pour les usages interstellaires est que la lumière du Soleil s'affaiblit avec la distance. Au-delà du système solaire externe, il n'y a tout simplement pas assez de pression photonique pour accélérer quoi que ce soit à des vitesses interstellaires. La lumière du Soleil est trop diffuse et trop faible pour atteindre les distances où vous voudriez aller vite.
Et si, au lieu de la lumière du soleil, vous utilisiez un laser focalisé? Un laser ne diffuse pas la lumière ambiante. Il peut être pointé vers une cible précise et maintenir son intensité sur de longues distances. Si vous rendez le laser assez puissant, vous pourriez l'utiliser pour accélérer une bougie très fine et très lumineuse jusqu'à une fraction significative de la vitesse de la lumière. C'est la base de Breakthrough Starshot, annoncée en avril 2016. L'initiative proposait un ensemble de lasers au sol générant jusqu'à 100 gigawatts de puissance, centré sur une voile réfléchissante extrêmement fine d'environ 4 mètres de large, reliée à un vaisseau spatial à l'échelle d'un gramme appelé Nanocraft ou Starship. L'ensemble du vaisseau spatial, caméra, source d'alimentation, laser de communication, capteur de navigation, ne pèserait pas plus que quelques grammes, soit environ la masse d'un trombone. Le réseau laser allumait environ 10 minutes. En 10 minutes, la pression photonique de 100 gigawatts de lumière focalisée accélérerait le vaisseau spatial à environ 20% de la vitesse de la lumière, soit environ 215 millions de kilomètres par heure. À 20% de la vitesse de la lumière, une année-lumière met 5 ans à se croiser. Le passage de notre capacité actuelle, 1600 ans avec la sonde solaire Parker, à 5 ans avec une voile laser, représente un facteur de compression de plus de 300. Il est vraiment difficile de surestimer à quel point cette amélioration serait spectaculaire. La cible initiale de Breakthrough Starshot était Proxima Centauri, à 4,24 années-lumière, accessible en environ 20 ans à cette vitesse. Le signal de retour mettrait environ 4 ans à atteindre la Terre, portant le calendrier total de la mission, du lancement à la réception des données, d'environ 24 ans, en une seule course humaine. Les défis techniques sont importants et les fondateurs du projet l'ont ouvertement reconnu, identifiant environ 30 problèmes techniques majeurs dans la création de l'initiative. Le matériau de la voile doit être suffisamment fin pour répondre à la pression de la lumière. On parle de centaines de nanomètres d'épaisseur, bien moins que la largeur d'un cheveu humain, mais suffisamment robuste pour survivre à 100 gigawatts d'énergie laser, focalisée sans chauffer ni vaporiser. Les chercheurs travaillent sur un CHUM, sur des métamatériaux à base de graphène et d'autres architectures nanométriques à cet effet. En 2025, une équipe de l'Université Brown et de la TU Delft a publié des travaux sur un design de voile optimisé par l'IA d'une épaisseur de seulement 200 nanomètres, avec des milliards de perforations microscopiques, réduisant la masse tout en maintenant une haute réflectivité. Maintenir 100 gigawatts de puissance laser concentrée sur une cible de 4 mètres à accélérer rapidement, initialement sur de vastes distances sur Terre, puis sur des distances de minutes-lumière, nécessiterait un réseau optique potentiellement large d'1 kilomètre, probablement spatial, afin d'éviter les interférences atmosphériques avec la qualité du faisceau. Et à 20% de la vitesse de la lumière, le milieu interstellaire, ce quasi-vide d'un atome par centimètre cube, devient un danger important. Chaque particule de poussière frappant le vaisseau spatial, avec une énergie considérable. Le nanovaisseau aurait besoin d'une forme de bouclier sur sa face avant. Il n'y a pas non plus de mécanisme pour ralentir. Un nanovaisseau propulsé à 20% de la vitesse de la lumière par un laser traverserait le système de Proxima Centauri en quelques heures, capturant images et données lors d'une brève fenêtre de survol avant de se déplacer définitivement dans l'espace profond. C'est un survol aller simple, pas une mission orbitale. L'élan organisationnel de Breakthrough Starshot a ralenti au fil des années depuis sa création, et les défis liés au financement et au leadership
ont affecté son rythme. Mais la recherche sous-jacente qu'elle a générée a fait progresser le domaine de manière significative. Dans les matériaux de voile, les engins spatiaux miniaturisés, les systèmes laser puissants et les communications interstellaires. D'autres chercheurs et institutions ont repris des fils conducteurs de ce travail. Le concept lui-même a généré un corpus important de littérature évalué par des pairs, avec des articles sur l'optimisation de la géométrie des voiles, la stabilité de l'équilibre de la lance, les systèmes de communication des engins spatiaux à l'échelle du gramme et la caractérisation des systèmes de cible. La conception même de la mission soulève des questions intéressantes sur ce qu'une telle sonde ferait réellement pendant sa brève fenêtre sur la cible. Survolant le système Proxima Centauri à 20% de la vitesse de la lumière, le vaisseau ne passerait que quelques heures à portée d'observation utile des planètes du système avant de filer à toute vitesse et de continuer dans l'espace profond pour toujours. Pendant ces heures, il devait fonctionner de manière autonome, capturant des images, mesurant les champs magnétiques, analysant toute signature atmosphérique de Proxima Centauri b et d'autres planètes, et stockant ces données à bord. Il activerait alors son communicateur laser et commencerait la tâche de plusieurs décennies de transmettre ces données à la maison. Un signal qui mettrait 4,24 ans à atteindre la Terre, même en voyageant à la vitesse de la lumière. Les instruments miniaturisés nécessaires à cela, caméras, spectromètres, magnétomètres, sources d'énergie, émetteurs laser, tous condensés en quelques grammes, représentent un défi d'ingénierie distinct du système de voile et de propulsion. Mais la trajectoire de la miniaturisation en électronique donne lieu à l'optimisme. La puissance de traitement des smartphones actuels aurait semblé impossible aux ingénieurs des années 70. La miniaturisation nécessaire pour un ensemble d'instruments scientifiques à l'échelle de Starship est ambitieuse, mais pas catégoriquement au-delà de ce que les tendances technologiques suggèrent réalisable dans quelques décennies. La physique est toujours valable. Même si la moitié de la vitesse cible était atteinte, 10% de la vitesse de la lumière au lieu de 20, un voyage d'une année-lumière prendrait 10 ans, et Proxima Centauri serait atteignable en environ 45 ans. Cela reste une capacité de transformation par rapport à tout ce que nous avons aujourd'hui, et cela représente un objectif réaliste pour ce siècle si l'investissement nécessaire en recherche est maintenu. Propulsion nucléaire. La voie que nous choisissons de ne pas emprunter. Il existe une voie vers les vitesses de classe interstellaire qui a été sérieusement étudiée, partiellement testée, puis largement mise de côté. Non pas parce que la physique a été révélée fausse, mais principalement à cause de décisions politiques prises au début des années 1960. Il implique l'énergie nucléaire sous sa forme la plus directe et la plus puissante, et reste l'une des routes physiquement crédibles vers des vitesses interstellaires significatives. À la fin des années 1950, une équipe de General Atomics à San Diego, comprenant des vétérans du projet Manhattan, dont le physicien Freeman Dyson, travailla sur un concept appelé Projet Orion. L'idée était simple, au point d'en devenir presque audacieuse. Construire un grand vaisseau spatial avec une plaque fortement renforcée montée à l'arrière. Faites exploser une séquence de petits dispositifs nucléaires derrière cette plaque à intervalles réguliers. Utilisez les ondes de pression de chaque détonation pour pousser le vaisseau vers l'avant, la plaque absorbant la force à travers un système d'amortisseurs et la transférant au vaisseau sous forme de poussée. Les mathématiques de cette approche étaient convaincantes.
Chaque détonation nucléaire libère une énergie à une échelle que la combustion chimique ne peut tout simplement pas atteindre. Et même une conversion modeste de cette énergie en poussée produirait des performances des engins bien supérieures à tout ce qui est chimiquement possible. Les premières études de conception Orion prévoyaient des vitesses de croisière de 3 à 11% de la vitesse de la lumière pour les versions à fission, les conceptions à fusion pouvant potentiellement être plus élevées. À 5% de la vitesse de la lumière, une année-lumière met 20 ans à se croiser. À 10%, environ 10 ans. Ce sont des chiffres qui transforment la question du voyage interstellaire d'un problème à l'échelle civilisationnelle en quelque chose de gérable, au moins théoriquement, au sein d'une seule race humaine. Le projet Orion n'a pas été détruit par une défaillance technique. Il a été tué par le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, qui interdisait les détonations nucléaires dans l'espace, l'atmosphère et sous l'eau. Sans la capacité de tester et de développer le système de propulsion, le programme a perdu sa justification financière et a été arrêté. La physique qui l'a sous-jacente n'a jamais été remise en question. Dyson lui-même écrivit sur Orion pour le reste de sa carrière, avec un sentiment de perte sincère quant à ce qui aurait pu être. Le concept Orion a trouvé des successeurs dans des études de conception ultérieures. Entre 1973 et 1978, la British Interplanetary Society a dirigé le projet Daedalus, une étude d'ingénierie détaillée Kumhofiya d'un vaisseau spatial à impulsion de fusion non habitée conçu pour atteindre l'étoile de Barnard, à environ 5,9 années-lumière, en environ 50 ans. Daedalus n'était pas un concept vague, mais une analyse technique approfondie. Il précisait le type de propergol, les réservoirs, la configuration des moteurs, la masse de la charge utile et le calendrier de mission. Le véhicule utiliserait des pellets de deutérium et d'hélium 3 comprimés et enflammés par des faisceaux d'électrons, générant des impulsions de fusion à un rythme d'environ 250 par seconde pour produire une poussée continue. Naviguant à environ 12% de la vitesse de la lumière, elle traverserait une année-lumière en environ 8 ans. Le projet Longshot, une étude ultérieure menée conjointement par la NASA et l'Académie navale des États-Unis à la fin des années 1980, proposait un engin spatial à fission nucléaire capable d'atteindre le système Alpha Centauri en environ 100 ans, ce qui implique environ 4,5% de la vitesse de la lumière, soit environ 22 ans par année-lumière. Le tableau cohérent à travers toutes ces études, ça est que la propulsion nucléaire, qu'elle soit fission ou fusion, peut raisonnablement atteindre des vitesses comprises entre 5 et 15% de la vitesse de la lumière. Cette fourchette situe un voyage d'une année-lumière entre 7 et 20 ans. Ce ne sont pas des chiffres confortables, mais ce sont des chiffres qui commencent à ressembler à des missions plutôt qu'à des époques géologiques. Une mission d'une durée de traversée de 10 ans peut être planifiée, financée, dotée en personnel et exécutée dans un délai politique et institutionnel que les organisations humaines peuvent maintenir. Les échelles temporelles des époques géologiques ne le peuvent pas. Les défis d'ingénierie sont sérieux, mais spécifiques. La construction d'une propulsion nucléaire à impulsion à l'échelle interstellaire nécessite un approvisionnement fiable en combustible nucléaire. Le projet Daedalus spécifiait le deutérium et l'hélium-3. L'hélium-3 étant relativement rare sur Terre, mais potentiellement abondant sur la Lune et les géantes gazeuses.
Gérer l'environnement thermique à bord d'un vaisseau spatial qui consiste essentiellement à monter une séquence d'explosions nucléaires nécessite une ingénierie aux limites de la science des matériaux connus. Garantir que le système reste opérationnel et contrôlable pendant des années, voire des décennies, de fonctionnement continu, bien au-delà de toute possibilité de réparation depuis la Terre, est un défi de fiabilité qui éclipse tout ce qui a jamais connu dans l'histoire de la conception de vaisseaux spatiaux. Ce ne sont pas des petits problèmes, mais ce sont des problèmes d'ingénierie. Ce sont le genre de défis qui mènent à un effort soutenu, à des améliorations progressives et à une conception itérative. Les mêmes problèmes qui ont été résolus pour construire des sous-marins nucléaires, des centrales nucléaires et des sondes spatiales de longue durée dans l'espace lointain. La physique, contrairement à de nombreux autres aspects du défi du voyage interstellaire, est bien comprise et clairement favorable. L'énergie de fusion sur Terre progresse. La National Ignition Facility a atteint l'allumage, plus d'énergie de production de fusion que d'énergie d'entrée laser, pour la première fois en décembre 2022. Et plusieurs entreprises commerciales de fusion, dont Commonwealth Fusion Systems et Allion Energy, poursuivent d'associer des conceptions de réacteurs compacts avec des délais mesurés en années plutôt qu'en décennies. Si l'énergie de fusion soutenue devient une technologie opérationnelle dans les 30 à 50 prochaines années, comme un nombre croissant de chercheurs estiment désormais réalisable, la propulsion par impulsion nucléaire pour les engins spatiaux passera d'une étude papier à un programme d'ingénierie à court terme. Il reste l'un des chemins les plus crédibles à notre disposition et l'un des plus sous-estimés compte tenu de son étude sérieuse et exhaustive. Antimatière, le carburant le plus efficace imaginable. En descendant plus bas dans le spectre des concepts de propulsion, l'antimatière représente le plafond théorique de ce que permet la physique conventionnelle. Le concept semble exotique, mais la physique sous-jacente est bien établie et vérifiée expérimentalement. Nous produisons régulièrement de l'antimatière dans des installations de physique des particules à travers le monde. Chaque particule de matière ordinaire possède un pendant d'antimatière. L'électron possède le positron. Le proton contient l'antiproton. Ces particules d'antimatière sont identiques à leurs homologues matières en masse, mais opposées en charge. Lorsqu'une particule de matière rencontre son équivalent antimatière, les deux sont complètement anéantis et leur masse combinée est entièrement convertie en énergie. Pas partiellement, entièrement. Cette conversion à 100% de masse en énergie est ce qui rend l'antimatière aussi extraordinaire qu'un propulseur théorique. Le principe physique en jeu est le célèbre E égale mc au carré d'Einstein, où E est l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière. Le facteur c au carré est un nombre énorme. La vitesse de la lumière au carré. Ce qui signifie qu'une masse infime est convertie en une quantité énorme d'énergie lorsqu'elle est complètement anéantie. Un seul gramme d'antimatière, rencontrant un gramme de matière ordinaire, libère une énergie équivalente à environ 43 kilotonnes de TNT, comparable aux armes nucléaires utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 2 grammes de matière combinée. À titre de comparaison, la fission nucléaire, le processus qui alimente les bombes atomiques et les réacteurs nucléaires, convertit environ 0,1% de sa masse de combustible en énergie. La fusion, le procédé qui
qui alimente les étoiles et les bombes à hydrogène, atteint environ 0,3 à 0,7% d'efficacité. La combustion chimique convertit une fraction de pourcent de sa masse de combustible en énergie, principalement par les liaisons relativement faibles qui se brisent et se forment lors des réactions de combustion. L'annihilation de l'antimatière convertit à 100%. C'est le processus le plus dense en énergie que permettent les lois connues de la physique. Un système de propulsion à antimatière dirigeait les produits de l'annihilation matière-antimatière, rayons gamma à haute énergie et autres particules, à travers des buses magnétiques pour générer de la poussée. L'analyse théorique suggère qu'un moteur à antimatière bien conçu pourrait accélérer un engin spatial à quelque part entre 50 et 80% de la vitesse de la lumière. À 50% de la vitesse de la lumière, un voyage d'une année-lumière prend 2 ans. À 80%, environ 1 an et 3 mois. Ce sont des chiffres qui rendent non seulement le voyage interstellaire concevable, ils donnent une impression de réalisabilité réelle en termes humains. Du moins pour des engins spatiaux relativement petits. L'obstacle, c'est la fabrication. La production mondiale totale d'antimatière, dans toutes les installations de physique des particules du monde, y compris le grand collisionneur de hadrons du CERN, s'élève à quelques nanogrammes par an. Un nanogramme équivaut à 1 milliardième de gramme. Un engin interstellaire propulsé par l'antimatière nécessiterait probablement des kilogrammes de ce matériau, des centaines de milliards de fois plus que ce que nous produisons actuellement chaque année. Au-delà de la quantité de production, l'efficacité de production pose un problème profond. La création d'antimatière dans les accélérateurs de particules nécessite actuellement bien plus d'énergie que l'antimatière en contenu. Le processus est extraordinairement négatif en énergie. Vous injectez bien plus d'énergie que ce que vous en recevez, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'utiliser l'antimatière comme source d'énergie. Il existe des propositions théoriques pour des méthodes de production d'antimatière plus efficaces, utilisant des impulsions laser intenses pour produire des paires électrons-positrons à partir de photons, ou des configurations de faisceaux de particules qui pourraient améliorer l'efficacité. Mais elles restent spéculatives et loin d'être prouvées. Aucun d'eux ne traite le problème de l'échelle à court terme. Il y a aussi le problème de la confinement, qui est totalement distinct de la production. L'antimatière ne peut toucher la matière ordinaire sans s'anéantir elle-même. Le stockage nécessite de le maintenir suspendu dans des champs magnétiques, sans jamais toucher à une paroi physique du conteneur, pendant toute la durée de la mission. La plus longue période pendant laquelle quelqu'un a réussi à piéger et retenir des atomes d'antihydrogène, la forme la plus simple d'antimatière pouvant être pertinente pour le combustible, se mesure en minutes dans les installations actuelles. Stocker des grammes ou des kilogrammes d'antimatière pendant des années dans un environnement spatial, sans maintenance active de la part de la Terre, représente un défi d'ingénierie sans précédent. Ce que représente l'antimatière, en pratique, c'est une option de propulsion qui serait véritablement transformatrice si les problèmes de production et de stockage étaient résolus. Et ces problèmes sont si extrêmes qu'il n'existe aujourd'hui aucune feuille de route réaliste pour les résoudre. C'est l'exemple le plus clair dans la littérature sur la propulsion d'une technologie physiquement permise et physiquement convaincante, mais pratiquement inaccessible à l'échelle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle définit la limite supérieure de ce que la chimie et la physique conventionnelle peuvent offrir et nous laisse espérer que l'ingénierie suivra la physique. Un jour,
là où la physique devient étrange: les moteurs de distorsion et les trous de verre. Tout ce qui précède a fonctionné dans une contrainte importante. La matière ne peut pas voyager dans l'espace plus vite que la lumière. La théorie restreinte de la relativité d'Einstein établit cela comme une loi physique fondamentale, et rien dans le siècle de physique expérimentale depuis ne l'a remise en question. Mais il y a une subtilité dans ce que la théorie dit réellement, comme ouvrant une porte que la plupart des gens ignorent l'existence. La relativité restreinte interdit à la matière de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Ce qu'elle ne traite pas, c'est la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut changer. Et nous savons, par observation, que l'espace peut se déplacer remarquablement vite. L'univers s'est étendu depuis le Big Bang, et les galaxies lointaines s'éloignent de nous à des vitesses efficaces supérieures à la vitesse de la lumière, non pas parce que ces galaxies se déplacent dans l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace entre nous et eux s'étire. Le tissu de l'espace-temps s'étend, et des galaxies y sont intégrées. Ils ne violent aucune limite de vitesse cosmique. Le milieu dans lequel ils sont assis devient simplement plus grand. En 1994, un physicien mexicain nommé Miguel Alcubierre a pris cette observation et formulé ce qui est devenu une question célèbre en physique théorique. Si l'espace peut s'étendre et se contracter, pourrait-on concevoir une région localisée de l'espace-temps pour faire exactement cela, autour d'un vaisseau spatial? La réponse qu'il publia fut la métrique d'Alcubierre, aujourd'hui communément appelée moteur d'Alcubierre ou, en terminologie populaire, moteur de courbure. Le mécanisme fonctionne en entourant un vaisseau spatial d'une bulle d'espace-temps non déformée. Devant la bulle, l'espace est comprimé. Derrière elle, l'espace s'élargit. La bulle, et le vaisseau spatial à l'intérieur, est transporté comme un morceau de bois, flotté dans un ruisseau. Le vaisseau spatial ne se déplace jamais par rapport à l'espace dans sa bulle, ce qui signifie qu'il ne dépasse jamais localement la vitesse de la lumière. Mais la bulle elle-même se déplace dans l'espace à la vitesse que la distorsion est conçue pour produire, y compris plus vite que la lumière. Ce n'est pas une violation de la relativité restreinte. C'est une utilisation de la géométrie de l'espace-temps que la relativité restreinte, elle, n'interdit pas. Alcubierre a été franc sur l'origine de l'inspiration. C'était Star Trek. Je demandais si le concept de science-fiction du moteur à distorsion avait une base mathématique en physique réelle. La réponse surprenante et vraiment intéressante était oui, du moins sur le papier. La complication, et elle est grave, est la nécessité énergétique. Pour créer et maintenir la bulle de distorsion, il faut une forme de matière à densité masse-énergie négative, ce qu'on appelle la matière exotique, qui courberait l'espace-temps dans la direction opposée à celle de la matière ordinaire. Dans l'article original d'Alcubierre de 1994, la quantité de matière exotique nécessaire pour produire une bulle suffisamment grande pour enfermer un engin spatial était à peu près égale au contenu masse-énergie totale de l'univers observable entier. Le nombre est si élevé qu'il est essentiellement une façon de dire physiquement impossible. Des chercheurs ultérieurs ont découvert qu'en modifiant la géométrie de la bulle, en la rendant plus fine, en la configurant différemment, le besoin de matière exotique pouvait être considérablement réduit, bien qu'il restât énorme selon toute norme pratique. En 2021, le physicien Eric Lentz a publié des recherches suggérant que des solutions de moteurs de courbure pourraient être réalisables uniquement avec de la matière à énergie positive ordinaire, sans nécessité de matière exotique.
La communauté physique a accueilli cela avec un intérêt prudent et une surveillance continue. Et les travaux n'ont pas été largement acceptés comme résolvant définitivement le problème de la matière exotique. Mais ils indiquent un progrès théorique continu. Le problème plus profond est que la matière exotique, matière à densité masse-énergie négative, n'a jamais été observée. Nous ne savons pas s'il existe sous les formes requises. Nous ne savons pas comment la produire si elle le fait. Et sans cela, le moteur à courbure tel qu'il était initialement formulé ne peut pas être construit. Ce que représente le moteur d'Alcubierre, c'est un véritable cadre mathématique pour un voyage plus rapide que la lumière qui ne viole pas la physique connue, mais qui nécessite des configurations de matériaux et d'énergie auxquelles nous ne pouvons pas accéder, et que nous ne pourrons peut-être jamais accéder. Si cela fonctionnait, traverser une année-lumière prendrait des heures, voire des minutes, selon la vitesse à laquelle la bulle de courbure était réglée pour se déplacer. Le nuage d'Oort et au-delà serait une excursion d'une journée. Le système stellaire le plus proche serait accessible en un après-midi. Mais nous sommes encore loin de pouvoir en construire un. Et la question de savoir si nous le serons un jour dépendra de questions de physique qui restent non résolues. Le domaine de la physique des moteurs de distorsion a attiré ces dernières années une attention académique plus sérieuse que la plupart des gens ne le pensent. Harold White, au Johnson Space Center de la NASA, a passé plusieurs années à travailler sur des tests expérimentaux liés à la métrique d'Alcubierre, tentant de détecter des effets microscopiques de courbure du champ à l'aide d'une interférométrie sensible. Le travail n'a pas été validé expérimentalement. Aucun effet de courbure n'a été détecté à des échelles mesurables. Mais il reflétait un véritable intérêt scientifique pour la question venant d'une agence spatiale établie. Plus théoriquement, l'article de Lenz de 2021 reste encore débattu. Si ces affirmations résistent à l'examen, elles représenteraient un assouplissement significatif de la nécessité de matière exotique, qui a toujours été l'obstacle le plus grave au moteur d'Alcubierre. Le consensus en physique est sceptique, mais pas péjoratif. Le moteur de distorsion n'est pas considéré comme une physique charlatanienne. Il est considéré comme une véritable construction théorique avec de graves obstacles pratiques qui peuvent ou non être surmontés. Les trous de verre occupent une position théorique similaire. La relativité générale, la théorie de la gravité d'Einstein, qui décrit la courbure de l'espace-temps, permet mathématiquement l'existence de ce que les physiciens appellent des ponts d'Einstein-Rosen. Popularisé sous le nom de trou de verre par le physicien John Wheeler dans les années 1950, ce sont des tunnels topologiques à travers l'espace-temps reliant deux points éloignés. En principe, on entre par une extrémité et on en ressort à un point à des années-lumière en une fraction de seconde. La physique n'interdit pas cela plus que le moteur d'Alcubierre. Les défis pratiques sont les mêmes. Maintenir un trou de verre ouvert contre l'effondrement gravitationnel nécessiterait de la matière exotique. De plus, les trous de verre transversibles, s'ils existaient, permettraient probablement de voyager dans le temps, créant des paradoxes de causalité que la plupart des physiciens trouvent profondément troublants. Stephen Hawking a proposé sa conjecture de protection chronologique précisément pour répondre à ce sujet. L'idée qu'une physique plus profonde et inconnue conspire pour empêcher le voyage dans le temps et par extension, probablement les trous de verre, d'être physiquement réalisables. Cela reste une conjecture plutôt qu'un théorème prouvé,
mais cela reflète une intuition largement partagée, selon laquelle l'univers ne permet probablement pas ce genre de raccourci. Si l'un ou l'autre moteur de distorsion ou des trous de verre s'avérait inconstructible, la question du temps nécessaire pour parcourir une année-lumière se transformerait essentiellement en une question de préférence technique. Mais à ce jour, ces deux concepts sont mathématiquement légitimes, non vérifiés expérimentalement et pratiquement au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de construire. Ils représentent la limite extérieure de ce que l'univers pourrait permettre, pas ce qu'il nous rend actuellement accessible, ce que le voyage ferait réellement aux personnes à bord. Le problème de la propulsion attire la plupart de l'attention dans ces discussions. Mais il existe un défi parallèle qui mérite une considération égale, car il resterait important même si un système de propulsion rapide était développé. Le corps humain n'est pas fait pour l'espace. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, en orbite terrestre basse, lors de missions de 6 mois à 1 an, subissent une perte de densité osseuse d'environ 1 à 2% par mois dans des zones clés porteuses de poids. Vos muscles s'atrophient en l'absence de traînée gravitationnelle. Leur système cardiovasculaire s'adapte à la microgravité, de manière à poser problème lors de leur retour sur Terre. Le cœur rétrécit légèrement, car il n'a plus besoin de pomper le sang vers le haut contre la gravité. Et la réadaptation à un environnement gravitationnel peut prendre des semaines. Le système immunitaire est déréglé de façon que les chercheurs cherchent encore à caractériser pleinement. Certains astronautes développent une affection appelée syndrome neuro-oculaire, associée au vol spatial, dans laquelle la redistribution des fluides dans le corps augmente la pression intracrânienne, provoquant potentiellement des modifications de la vision qui, dans certains cas, persistent après la fin de la mission. Tout cela se passe en orbite terrestre basse, toujours dans la couche protectrice du champ magnétique terrestre. L'ISS essaie protégé du pire des rayonnements de l'espace profond par ce champ, ainsi que par la masse de la Terre elle-même qui bloque les radiations entrantes venant d'en dessous. Dans l'espace profond, ces protections disparaissent complètement. Au-delà de la magnétosphère terrestre, l'environnement radiatif est véritablement hostile. Les rayons cosmiques galactiques, particules à haute énergie produites par des supernovas et d'autres processus astrophysiques violents à travers la galaxie, traversent tout de suite toutes les protections, sauf très denses. Les événements de particules solaires, produits par des éruptions sur le Soleil, peuvent délivrer des doses de radiation à des moments qui approcheraient ou dépasseraient les limites de sécurité établies. Les astronautes d'Apollo, qui n'ont passé que quelques jours au-delà du blindage magnétique terrestre, ont rapporté avoir vu des éclairs de lumière, même les yeux fermés. Des particules de rayons cosmiques traversant directement le cortex visuel. Des études menées auprès des membres d'équipage d'Apollo dans les décennies suivant ces missions ont révélé des taux élevés de maladies cardiovasculaires par rapport aux astronautes qui n'ont jamais quitté l'orbite terrestre basse, une découverte que les chercheurs ont provisoirement liée à leur exposition aux rayons cosmiques lors des missions lunaires. Un voyage de plusieurs années, à travers l'espace interstellaire, même à la vitesse relativement optimiste de 5% de la vitesse de la lumière, exposerait les membres d'équipage à des doses cumulatives de radiation bien supérieures à ce que la médecine actuelle considère comme gérable sans un blindage extraordinaire. La réponse technique à cela est simple en concept et profondément difficile en pratique. On place une masse entre l'équipage et les radiations entrantes. Les matériaux riches en hydrogène tels que l'OCH ou le polyéthylène sont particulièrement efficaces pour absorber les particules secondaires produites lorsque les rayons cosmiques interagissent avec la structure du vaisseau. Mais la mousse est l'ennemi du voyage rapide.
Chaque kilogramme d'armure ajouté nécessite plus d'énergie pour accélérer, ce qui nécessite un système de propulsion plus grand, plus de masse, plus d'armure. Le problème empire. Une approche explorée par les chercheurs est le blindage magnétique. La création d'un champ magnétique supraconducteur autour du vaisseau spatial qui dévie les particules chargées avant qu'elles n'atteignent la coque, similaire à la manière dont le champ magnétique terrestre dévie le vent solaire. Le concept est physiquement solide, et les aimants supraconducteurs peuvent être rendus assez légers par rapport à la protection qu'ils offrent. Les défis pratiques incluent le maintien fiable des systèmes supraconducteurs pendant des années ou des décennies dans l'espace profond, la génération de l'énergie nécessaire pour soutenir le champ, et le fait que les particules de rayons cosmiques neutres, qui ne portent aucune charge, ne seraient en aucun cas déviées par les champs magnétiques. Le blindage magnétique est au mieux une solution partielle, bien que même les solutions partielles comptent lorsque la dose cumulative de rayonnement est la préoccupation. La dimension psychologique d'un long voyage interstellaire est plus difficile à quantifier, mais tout autant réelle. La chose la plus isolée qu'un humain ait jamais connue de son espèce est un délai de communication d'environ 1,3 secondes subi par l'équipage d'Apollo 13 à sa distance maximale de la Terre. Les astronautes à bord de l'ISS parlent plusieurs fois par jour avec le centre de contrôle de mission, reçoivent des messages personnels de leur famille et mènent des interviews en direct avec des journalistes et des écoliers. Ils sont seuls dans l'espace, mais profondément ancrés dans un réseau de contacts humains continu. Lors d'une mission voyageant à 5% de la vitesse de la lumière et franchissant une année-lumière, les messages en provenance de la Terre mettraient environ 20 ans à arriver. L'équipage prendrait chaque décision, gérerait chaque urgence, célébrerait chaque étape importante et endurerait chaque épreuve dans une isolation totale. Pas l'isolement d'une station de recherche isolée sur Terre, où le ravitaillement et l'évacuation sont théoriquement possibles, mais l'isolement d'un vaisseau qui ne peut revenir à aucune échelle humaine. Il ne peut être atteint et il ne peut recevoir un soutien significatif de personne. Un membre d'équipage qui tombait gravement malade ou avait des troubles mentaux était entièrement pris en charge par les ressources à bord du navire. La recherche sur l'isolement à long terme, des équipages d'hiver en Antarctique, des patrouilles sous-marines, des simulations de missions martiennes menées par des agences spatiales, identifient un ensemble cohérent de défis psychologiques. Conflits interpersonnels qui tendent à s'intensifier avec le temps. À mesure que les irritations mineures s'amplifient dans un environnement fermé. La dépression, perturbation du sommeil, changement cognitif, baisse de motivation, et ce que les psychologues appellent l'effet du troisième trimestre. Une baisse bien documentée du moral et des performances qui a tendance à survenir dans la phase finale de toute mission longue et exigeante. Le voyage interstellaire représenterait des ordres de grandeur d'isolement plus extrêmes que tout ce qui a été étudié jusqu'à présent. L'architecture psychologique nécessaire pour y survivre, dans la sélection de l'équipage, la conception des missions, les systèmes de soutien embarqués et les dynamiques interpersonnelles, constituent une véritable frontière de la recherche qui a été à peine explorée. Certains concepteurs de missions ont tenté de résoudre le problème de la durée à travers le concept de vaisseaux multigénérationnels. Des communautés autonomes voyageant à travers l'espace, à travers plusieurs vies humaines, les descendants de l'équipage d'origine atteignant finalement la destination.
Cette idée a un véritable attrait d'ingénierie. Elle élimine le besoin pour quiconque de survivre tout le parcours. Mais cela crée des problèmes que l'ingénierie ne peut pas résoudre. Les personnes nées à bord du navire n'ont jamais choisi d'y être. Ils naissent dans un environnement total auquel ils n'ont pas consenti, avec une mission pour laquelle ils ne se portent pas volontaires. Demander aux générations futures d'accepter le but et les termes d'une mission sur laquelle leurs ancêtres se sont entendus est philosophiquement problématique. Et l'histoire ne fournit pas d'exemple d'une organisation technique complexe maintenant un but et une capacité cohérents à travers plusieurs générations sans un effondrement institutionnel. Une solution partielle qui a reçu une réelle attention scientifique est l'hibernation induite médicalement. La NASA a financé des recherches dans un état appelé torpeur, une réduction profonde de l'activité métabolique, similaire en principe mais plus extrême que l'hibernation hivernale des ours ou des écureuils terrestres. Le défi spécifique est que les humains n'hibernent pas naturellement. Notre physiologie ne possède pas les mécanismes que les animaux en hibernation utilisent pour protéger les cellules des dommages qui seraient autrement causés par des basses températures et une réduction du métabolisme. Concevoir ces mécanismes ou trouver des moyens pharmaceutiques ou autres pour atteindre un état métabolique protecteur similaire constitue un véritable défi de recherche biologique. Certains des travaux les plus pertinents proviennent de la recherche sur la thérapie hypothermique en médecine, où les patients sont délibérément refroidis pour réduire les lésions cérébrales lors d'une chirurgie cardiaque ou après certaines blessures. Comprendre comment prolonger les effets protecteurs du refroidissement de plusieurs heures à des mois ou des années serait une avancée significative. Si l'hibernation devenait fiable pour les missions spatiales, cela changerait radicalement le calcul des longs voyages. Un équipage voyageant pendant 20 ans à 5% de la vitesse de la lumière pouvait passer la majeure partie de ce temps en état de torpeur, se réveillant périodiquement pour des contrôles de maintenance et une surveillance de la santé. L'expérience subjective du voyage serait compressée de 2 décennies à peut-être quelques mois d'éveil. Le fardeau psychologique serait considérablement réduit. Les effets physiologiques de la microgravité et des radiations nécessiteraient des solutions séparées, mais éliminer le fardeau de l'isolement conscient pendant des années serait une amélioration significative de la survie en mission. Tout cela illustre que le voyage interstellaire n'est pas un problème, mais une famille de problèmes à résoudre ensemble. Le système de propulsion, capable de traverser une année-lumière en 20 ans, n'est utile que si les personnes à bord survivent 20 ans dans l'espace profond, ce qui nécessite de résoudre simultanément le blindage contre les radiations, la physiologie de la microgravité, la fiabilité du support de vie, la production alimentaire et la psychologie. Résoudre l'un ou l'autre de ces problèmes isolément ne suffit pas. Ils doivent travailler ensemble, au même niveau de fiabilité, pendant toute la durée de la mission. C'est un défi plus difficile qu'il n'y paraît, et c'est une des raisons pour lesquelles les concepteurs de missions qui réfléchissent sérieusement au voyage interstellaire humain sont beaucoup plus prudents quant au planning que ceux qui se concentrent uniquement sur la propulsion. Dilatation du temps. L'étrange compensation de l'univers. Il y a une autre dimension à ce problème qui change le paysage de manière véritablement contre-intuitive. Cela s'appelle la dilatation du temps, et ce n'est pas une hypothèse. C'est un phénomène physique confirmé avec des implications techniques pratiques que toute discussion sérieuse sur le voyage interstellaire doit prendre en compte. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein prédit, et des expériences l'ont confirmé,
que le temps se passe plus lentement pour les objets en mouvement par rapport aux observateurs immobiles. Cet effet n'est pas une perception ni une conséquence de retard de communication. C'est une réelle différence dans la vitesse à laquelle le temps s'écoule, cousu dans le tissu même de l'espace-temps. Les horloges atomiques utilisées dans des avions à grande vitesse fonctionnent nettement plus lentement que les horloges identiques laissées au sol. Les satellites GPS, qui orbitent autour de la Terre à grande vitesse, doivent voir leurs horloges internes corrigées pour la dilatation relativiste du temps. Sans cette correction, la précision GPS se dégraderait de kilomètres en une seule journée. Ce ne sont pas des résultats de laboratoires exotiques. Ce sont des contraintes d'ingénierie construites sur une technologie que des milliards de personnes utilisent chaque jour. À des vitesses quotidiennes, tout ce que nous accomplissons avec des voitures, des avions ou même des fusées, l'effet est trop faible pour avoir un impact pratique. La différence de temps écoulé entre un voyageur fréquent et quelqu'un qui est resté à la maison toute sa vie s'élève à une infime fraction de seconde sur une vie. Mais à mesure que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, l'effet devient significatif puis extrême. Un voyageur se déplaçant à 10% de la vitesse de la lumière est environ 0,5% plus lent qu'une personne immobile. Un effet réel, sinon transformateur de vie. À 50% de la vitesse de la lumière, le voyageur vieillit à environ 87% du taux d'un observateur immobile. Cela signifie pour le voyage interstellaire, c'est que des vitesses très élevées ne vous permettent pas seulement d'atteindre la destination plus rapidement en termes objectifs, elles compressent aussi le temps que l'équipage a réellement passé pendant le voyage. Un vaisseau spatial voyageant à 99% de la vitesse de la lumière sur une distance qui prend 100 ans du point de vue de la Terre serait vécu par l'équipage comme un voyage d'environ 14 ans. L'univers mesure 100 ans de temps écoulé. L'équipage a 14 ans. Ce ne sont pas la même chose et la différence entre eux est réelle. Pour un voyage d'une année-lumière en particulier, qui dure un peu plus d'un an du point de vue de la Terre, 99% de la vitesse de la lumière, l'équipage ne connaîtrait que quelques mois de temps de trajet subjectif. Le voyage devient, du point de vue du voyageur, quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de l'expérience humaine ordinaire, même s'il ne correspond pas au cadre de référence de la Terre. Le compromis est réel et étrange. Un équipage voyageant vers une étoile située à 10 années-lumière, à 99% de la vitesse de la lumière, et revenant aurait vieilli d'environ 3 ans, tandis que la Terre a vieilli de plus de 20 ans. Les personnes qu'ils connaissaient avant leur départ auraient des décennies de plus ou seraient mortes. La civilisation à laquelle ils sont revenus aurait changé, d'une manière qu'ils n'auraient pas pu prévoir. La dilatation du temps rend le voyage survivable du point de vue de la vie individuelle. Cela ne le rend pas réversible au sens social humain. Tu sors pendant ce qui semble être quelques années et tu reviens dans un monde qui a évolué sans toi. En poussant cela à des voyages plus ambitieux, l'effet devient encore plus spectaculaire. Un vaisseau spatial à 99,9% de la vitesse de la lumière pourrait, en principe, parcourir des centaines d'années-lumière, tandis que l'équipage ne vieillit que de quelques décennies. Du point de vue des personnes à bord, l'univers devient accessible d'une manière qui ne l'est pas depuis le cadre terrestre. Mais du point de vue de la Terre, ces voyageurs sont partis il y a des siècles. Toute mission qui exploite la dilatation temporelle de cette manière est fondamentalement un voyage aller simple.
pas un aller simple où le vaisseau ne peut pas revenir, mais aller simple dans le sens où le monde dans lequel vous revenez n'est plus celui que vous avez quitté. L'énergie nécessaire pour atteindre ces vitesses est l'obstacle insurmontable à court terme. Mais la physique existe vraiment. La dilatation du temps est réelle. Et les implications qui en découlent, que le voyage interstellaire sur de vastes distances n'est pas nécessairement incompatible avec la vie humaine, avec suffisamment d'énergie, modifie de manière importante le caractère du problème à long terme. La géométrie de l'univers est difficile. Sa physique, du moins à cet égard, offre une compensation partielle, la vue de l'intérieur, à quoi le voyage ressemblerait vraiment. Un point rarement abordé est de savoir à quoi ressemblerait réellement l'expérience de ce voyage sur le plan perceptuel, car à différentes vitesses. L'univers paraît réellement différent de manière que la physique prédit avec précision, et la différence qualitative entre traverser une année-lumière à 640 000 km/h et 20% de la vitesse de la lumière est bien plus grande que ce que les chiffres seuls laissent entendre. Aux vitesses de notre vaisseau actuel, l'expérience de traverser l'espace interstellaire serait presque entièrement définie par le vide. La densité moyenne de matière dans l'espace interstellaire de notre galaxie est d'environ 1 atome par centimètre cube. L'air autour de vous contient actuellement environ 27 milliards de molécules par centimètre cube. L'espace interstellaire est le plus proche d'un vide parfait que l'univers naturel produit. Et cela ressemble à cela. En voyageant à travers elle à 640 000 km/h, on verrait les étoiles essentiellement fixées contre l'obscurité. Elles changent de position très progressivement à cause de la parallaxe à mesure que vous vous déplacez dans l'espace. Mais pendant des jours et des semaines, rien ne bouge d'une manière qui soit perçue comme un mouvement. Il n'y a aucun repère, aucun passage passager, rien qui donne un sentiment perceptible de progrès en avant. Le soleil, qui aurait été l'objet le plus brillant de votre ciel depuis son lancement, s'estompe progressivement. En quelques années de voyage, même à des vitesses relativement modestes, il serait indiscernable à l'œil nu des autres étoiles brillantes autour de lui, un seul point lumineux parmi des milliers, ne devenant ni plus brillant ni plus grand quand on se tourne pour le regarder. Le destin, en revanche, ne deviendrait que imperceptiblement plus lumineux et plus grand. Aux vitesses actuelles, un objectif situé à une année-lumière ne montrerait pratiquement aucun changement de luminosité apparente pendant des années ou des décennies. L'expérience serait comme être complètement immobile dans une vaste pièce sombre, où les murs sont trop éloignés pour être vus et les sources de lumière trop éloignées pour sembler bouger. Lorsque la vitesse approche une fraction significative de celle de la lumière, l'expérience visuelle change radicalement. Un phénomène appelé aberration commence à déformer la position apparente des étoiles. Les étoiles dans votre direction semblent s'affluer et dériver vers le bleu, alors que leur lumière est comprimée par votre approche. Les étoiles derrière vous se tournent vers le rouge et s'étendent vers les bords de votre vision. La physique derrière cela est le même effet Doppler, qui rend la sirène d'une ambulance plus aiguë lorsqu'elle s'approche de vous et plus grave lorsqu'elle s'éloigne, appliquée à la lumière plutôt qu'au son. À 10% de la vitesse de la lumière, l'aberration est subtile mais visible grâce aux instruments. À 50%, le ciel avant prend une qualité bleuâtre remarquablement blanche, avec des étoiles se concentrant dans votre direction
tandis que le ciel arrière devient plus rouge et peu peuplé. À 90% de la vitesse de la lumière, tout le champ d'étoiles se comprime en un anneau lumineux et dense, entourant votre direction vers l'avant, avec une relative obscurité à l'avant comme à l'arrière, et un mince halo bleu-blanc de lumière décalée vers le bleu, marquant la limite de vos déplacements à travers le cosmos. Le rayonnement de fond micro-ondes cosmiques, l'ancienne lueur thermique du Big Bang qui remplit tout l'espace d'une faible lueur thermique, subirait également ce changement, étant décalé vers le bleu vers l'avant pour devenir plus énergique et visible, ajoutant à la qualité inhabituelle de la vue. À des vitesses proches de celles de la lumière, ce rayonnement s'intensifie suffisamment dans la direction avant pour devenir un problème d'exposition aux radiations des astronautes, s'ajoutant à la pluie de particules provenant du milieu interstellaire lui-même. Car à ces vitesses, le milieu interstellaire, ce vide quasi parfait d'un atome par centimètre cube, cesse d'être insignifiant. Chaque atome d'hydrogène sur votre trajectoire, que vous traverseriez à des vitesses conventionnelles de vaisseaux spatiaux sans effet significatif, frappe le vaisseau spatial avec l'énergie cinétique d'une particule se déplaçant rapidement. À 90% de la vitesse de la lumière, l'effet cumulatif de ces collisions produit un rayonnement et une érosion importants sur les surfaces frontales du vaisseau. À 99%, cela constitue un défi d'ingénierie sérieux, nécessitant un blindage frontal substantiel spécifiquement conçu pour gérer cette pluie relativiste de particules. Les propositions de sondes interstellaires à grande vitesse incluent généralement une forme de bouclier frontal sacrificiel ou de géométrie protectrice pour gérer cela. Le silence et le vide du voyage, à n'importe quelle vitesse, font partie de ce qui rend cette perspective si philosophiquement significative pour ceux qui y réfléchissent attentivement. La distance moyenne entre les étoiles dans notre partie de la galaxie est d'environ 4 à 5 années-lumière. Le matériau entre eux, le gaz, la poussière, les champs magnétiques, la comète occasionnelle et la planète errante, est si diffus qu'il est, en pratique, rien. Traverser ce néant intentionnellement, avec un but, des instruments et une raison d'arriver, est un acte différent de tout ce que notre espèce a fait auparavant. Tous les autres voyages de l'histoire humaine ont été réalisés à travers des environnements qui, dans un sens fondamental, faisaient même partie du même monde. Un voyage interstellaire traverse d'un monde à un autre, à travers un fossé si vaste que toute notre civilisation y tient des milliers de fois. Ce n'est pas qu'un voyage, c'est une toute autre catégorie de choses, ce que les prochaines décennies pourraient vraiment apporter. Mettre tout cela en contexte de ce qui est réellement probable au cours du siècle à venir nécessite de distinguer les technologies à différents stades de maturité et d'être honnête sur ce que nous savons de ce que nous extrapolons. À court terme, dans les prochaines décennies, les avancées les plus importantes pour la capacité interstellaire ne paraissent probablement pas spectaculaires de l'extérieur. Elles apparaîtront dans des articles de sciences des matériaux, dans des rapports d'essais de propulsion, dans les spécifications de performance des sondes spatiales lointaines qui ne font pas la une des journaux. De meilleurs matériaux de voile amélioreront l'enveloppe de performance des concepts actionnés par laser. Des propulseurs ioniques plus efficaces étendront la portée des missions robotiques plus profondément dans le système solaire externe et réduiront significativement les temps de transit vers les planètes extérieures. Des réacteurs de puissance compacte pour engins spatiaux nucléaires, activement développés dans le cadre de programmes de la NASA, tels que Kilopower et le projet Fission Surface Power, qui vise à fournir des dizaines de kilowatts de puissance électrique à partir de réacteurs suffisamment petits
pour voler sur des engins spatiaux, permettront la propulsion et les systèmes de survie qui ne dépendent pas de la proximité du Soleil. Ce sont les technologies habilitantes, celles qui rendent tout le reste possible, et elles sont actuellement développées pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec le voyage interstellaire. C'est au milieu et à la fin de ce siècle que le panorama devient véritablement intéressant pour l'exploration robotique. Si la technologie des voiles laser mûrit selon la trajectoire tracée par Breakthrough Starshot, cette période pourrait voir le lancement des premières véritables sondes interstellaires. Des vaisseaux spatiaux à l'échelle de grammes, poussés à plusieurs pourcents de la vitesse de la lumière par des réseaux de lasers au sol, traversant une année-lumière dans 1 ou 2 décennies, avant de poursuivre vers les étoiles les plus proches. Une mission vers Proxima Centauri, lancée dans les années 2060 ou 2070. Indy pourrait renvoyer des données d'un autre système solaire avant la fin du siècle. C'est une possibilité frappante à méditer. Les personnes vivantes aujourd'hui pourraient voir les premières images directes prises par un objet humain d'un autre système stellaire. L'importance de cette première mission dépasserait les données qu'elle rapporte. Chaque fois que l'humanité a envoyé une sonde dans un environnement véritablement nouveau, vers les planètes extérieures, au-delà de Pluton, dans l'espace interstellaire, elle a rendu des découvertes qui ont changé ce que nous pensions savoir. Voyager a révélé des structures complexes à la limite de l'héliosphère que les théoriciens n'avaient pas prévues. New Horizons montrait Pluton comme un monde géologiquement dynamique, avec des chaînes de montagnes et des plaines de glace d'azote, rien à voir avec la boule sans relief que la plupart des scientifiques attendaient. Une sonde interstellaire, même un survol de seulement quelques heures, nous révélerait presque certainement quelque chose d'inattendu sur Proxima Centauri et ses planètes. Et ces surprises remodèleraient les questions scientifiques qui feront avancer la prochaine génération de missions. La 3e décennie de ce siècle a déjà apporté des progrès significatifs dans la fusion nucléaire. L'installation nationale d'allumage du Lawrence Livermore National Laboratory a réalisé l'allumage par fusion pour la première fois en décembre 2022, produisant plus d'énergie de fusion que l'énergie laser déposée sur la cible. Des entreprises commerciales telles que Commonwealth Fusion Systems, Helion Energy et d'autres poursuivent des conceptions de réacteurs compacts avec des calendriers ambitieux. Si l'énergie de fusion soutenue devient une technologie opérationnelle sur Terre dans les 30 à 50 prochaines années, ce qu'un nombre croissant de chercheurs en fusion considèrent désormais réalisable, les implications pour la propulsion des engins spatiaux sont significatives. Les centrales à fusion, capables de générer des gigawatts d'électricité, seraient aussi en principe capables d'alimenter le type de propulseur ionique ou plasma capable de pousser les engins spatiaux à des fractions significatives de pourcentage de la vitesse de la lumière, et finalement à quelques pourcents comme les conceptions de propulsion à impulsion nucléaire, comme Daedalus, projetées. Une sonde à fusion à 10 à 12% de la vitesse de la lumière, dans l'enveloppe analysée en détail par le projet Dédale, franchirait une année-lumière en 8 à 10 ans. Proxima Centauri serait une mission de 40 ans. Ces chiffres, bien que toujours exigeants, commencent à sembler réalisables à l'échelle humaine, dans le cadre du budget et de la volonté politique d'une civilisation qui juge que cela en vaut la peine. Les missions interstellaires habitées sont plus difficiles à projeter et nécessitent une prudence plus honnête. En plus de la propulsion, ils nécessitent simultanément de mettre en place un écran anti-radiation adéquat pendant des années dans l'espace profond,
un support vital fiable en boucle fermée pendant des décennies, la gestion biologique et psychologique d'une isolation extrême durable, et certains moyens de rendre la durée subjective du voyage survivable, que ce soit par l'hibernation, la rotation ou d'autres approches. Aucun de ces problèmes ne viole la physique connue. Aucun d'eux n'est manifestement insoluble. Mais aucune d'entre elles n'a de solution claire à court terme. Et aucune ne peut être abordée isolément. Elles doivent toutes travailler ensemble, simultanément, pendant toute la durée de la mission. Une mission habitée qui traverse une année-lumière au cours d'une vie humaine nécessite probablement une technologie qui n'existe pas encore et qui n'existera pas avant 100 à 300 ans, selon l'évolution des trajectoires de recherche concernées. Ce n'est pas une conclusion pessimiste. 300 ans représentent une infime fraction du temps où notre espèce existe, et une infime fraction du temps où la vie existe sur Terre. La question pertinente n'est pas de savoir si les problèmes sont difficiles. Clairement, ils le sont. La question pertinente est de savoir si la direction est correcte. Et selon tous les critères à notre disposition, elle l'est. La vue d'ensemble. La question du temps nécessaire pour parcourir une année-lumière est au fond une question de savoir où nous en sommes dans le long arc qui consiste à devenir plus qu'une simple espèce d'une seule planète. Et quand on se détourne des chiffres précis, le tableau est plus nuancé que ce que le pur optimisme et le désespoir pur laisseraient penser. Les distances sont vraiment extrêmes. La physique est vraiment difficile. Les limites biologiques humaines sont vraiment graves. Un voyageur à notre vitesse maximale actuelle mettrait plus de 1000 ans pour traverser une année-lumière, et notre voisin stellaire le plus proche est 4 fois plus éloigné que cela. L'univers n'est pas conçu pour faciliter cela, et rien dans notre trajectoire technologique à court terme ne changera ce fait fondamental. En même temps, quelque chose appelé le paradoxe de Fermi se trouve en arrière-plan de chaque conversation sérieuse sur le voyage interstellaire. Enrico Fermi, le physicien, a observé de façon informelle, en 1950, que dans un univers aussi vaste et ancien que le nôtre, avec tant de planètes potentiellement habitables, l'absence apparente de vie intelligente détectable au-delà de la Terre est déconcertante. Car si la vie intelligente était courante, et si l'une d'elles avait développé ne serait-ce qu'une seule fois une capacité de voyage interstellaire, la galaxie devrait désormais être saturée de preuves de cela. Et pourtant, le ciel est immobile. Une résolution au paradoxe de Fermi est que les distances interstellaires sont tout simplement trop extrêmes pour qu'une civilisation puisse les franchir régulièrement, et que l'intelligence existe donc dans des poches dispersées à travers la galaxie qui ne se contactent jamais. Les chiffres que nous avons examinés aujourd'hui sont au moins cohérents avec ce tableau. Si le temps significatif minimal de traversée interstellaire est mesuré en décennies même pour une technologie avancée, et si y parvenir nécessite de résoudre des problèmes de l'ampleur que nous avons évoqués, alors peut-être que le silence est simplement une fonction de la géométrie de l'univers plutôt que de l'absence de compagnie. Ou peut-être pas. Le paradoxe de Fermi propose de nombreuses résolutions, et les preuves ne sont pas assez solides pour choisir de manière décisive entre elles. Ce que cela suggère, c'est que le voyage interstellaire, s'il est un jour réalisé, représentera quelque chose de véritablement exceptionnel. Pas seulement une réussite technique, mais un seuil. Il vaut la peine de prendre un moment pour explorer pourquoi ce seuil est important
au-delà des arguments scientifiques et exploratoires. La Terre n'est pas un foyer permanent pour nos descendants. À l'échelle de milliards d'années, le Soleil changera. Elle deviendra progressivement plus brillante au fil de millions d'années, rendant finalement la surface de la Terre habitable bien avant qu'elle n'atteigne la vieillesse. Le délai pour que la Terre devienne trop chaude pour une vie complexe, en raison de l'augmentation de la luminosité solaire, est estimé à environ 1 milliard d'années. Une longue période selon les standards humains, mais inférieure selon les standards de l'âge de l'univers. Sur des échelles de temps beaucoup plus courtes, des millions d'années plutôt que des milliards, la probabilité d'événements d'extinction dus à de grands impacts d'astéroïdes, de supernovas proches ou d'événements volcaniques catastrophiques est non nulle. Le bilan géologique est clair à ce sujet. Des extinctions massives ont déjà eu lieu sur Terre, et rien ne laisse penser qu'elles ne se reproduiront pas. Une espèce qui n'existe que dans un seul monde est une espèce ayant un seul point de défaillance. La persistance à long terme de la vie qui a vu le jour sur Terre, que cela signifie des humains futurs, des descendants humains, ou simplement les lignées biologiques et les écosystèmes que nous portons avec nous, dépendra probablement à un moment donné de devenir une espèce interstellaire. Ce n'est en aucun cas un problème urgent à court terme, et il serait erroné de le présenter comme une raison d'alarme immédiate. C'est un contexte qui change votre façon de percevoir la recherche menée aujourd'hui et sa signification ultime. Chaque article sur les matériaux de voile, chaque étude de conception de la propulsion par impulsion nucléaire, chaque avancée dans la technologie de la fusion compacte, ce ne sont pas de simples exercices académiques ou des anecdotes d'ingénierie. Ce sont des contributions précoces à une capacité qui pourrait finalement compter à un niveau qui éclipse toute autre entreprise que l'humanité entreprend actuellement. La première personne à démontrer l'allumage par fusion soutenu en laboratoire ne savait pas qu'elle travaillait sur la propulsion interstellaire. Je travaillais sur l'énergie propre, mais les étapes se connectent. L'histoire de la technologie offre un cadre utile pour réfléchir au progrès à cette échelle. En 1900, le vol motorisé contrôlé n'avait jamais été atteint. En 1903, le premier vol réussi des frères Wright dura 12 secondes et parcourut 37 mètres. En 1969, 66 ans plus tard, un être humain se tenait sur la Lune, à 384 000 km de la Terre. Le saut semble incroyable avec le recul, mais il a été construit à partir d'un développement sur un autre. Les frères Wright ont dirigé l'aviation militaire pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a conduit à l'aviation commerciale, puis aux moteurs à réaction, aux fusées, aux satellites, puis aux engins spatiaux qui ont finalement atterri sur la Lune. Chaque étape permettait la suivante. Aucun d'eux, pris isolément, ne semblait mener vers la Lune. Mais la chaîne est connectée. Cette progression de 37 mètres à 384 000 km en 66 ans représente une augmentation de portée d'environ 2 milliards. L'écart que nous devons combler pour le voyage interstellaire entre la vitesse de la sonde Parker et 10% de la vitesse de la lumière est d'environ 100 000 fois. C'est une amélioration mineure, en termes relatifs, par rapport à ce que l'aviation a accompli entre 1903 et 1969. La différence, c'est que la propulsion par fusée semble plus difficile à étendre que l'aviation. La physique de la propulsion chimique atteint ses limites avant d'atteindre les vitesses interstellaires, tandis que l'aviation
a pu continuer à s'améliorer dans un seul paradigme de propulsion pendant des décennies. Réduire l'écart interstellaire nécessite un véritable changement de paradigme, pas seulement une optimisation au sein d'une approche existante. Cela fait de l'histoire de l'aviation une analogie imparfaite mais pas inutile. Le schéma du progrès, technologies adjacentes ouvrant des portes inattendues, percées progressives permettant des sauts révolutionnaires, tend à se répéter tout au long de l'histoire de l'ingénierie. Il y a aussi le rôle de l'exploration robotique à considérer, souvent sous-estimé dans ces discussions, car il manque le drame des missions habitées. La première traversée interstellaire, quand elle aura lieu, sera presque certainement sans pilote. Un nanovaisseau à l'échelle de grammes atteignant un autre système stellaire serait, selon toute mesure honnête, l'un des événements les plus significatifs de l'histoire de l'exploration scientifique. Nous recevrions, pour la première fois, des données d'observation directe d'un autre système solaire, images de planètes à courte portée, relevés de champs magnétiques, mesures des environnements de particules, données spectroscopiques de toute atmosphère présente. Nous saurions, avec la précision de l'observation directe plutôt que par inférence télescopique, à quoi ressemble réellement un autre système stellaire de près. Cette mission nous apprendrait aussi des choses que nous ne pouvons pas anticiper. Les premières images du JWST des atmosphères d'exoplanètes ont déjà commencé à révéler des compositions chimiques qui ne correspondent pas à des modèles simples. Une sonde interstellaire survolant un système solaire voisin opérerait dans un environnement qu'aucun instrument n'a jamais visité. Et la probabilité qu'elle nous montre quelque chose que nous n'avons pas prédit est essentiellement certaine. La seule question est de savoir quel genre de surprise ce sera. Ces découvertes comptent non seulement parce qu'elles sont intéressantes en elles-mêmes, mais aussi parce qu'elles propulsent la prochaine étape d'ingénierie. Chaque fois que nous découvrons quelque chose d'inattendu dans un nouvel environnement, nous concevons de meilleurs instruments pour la prochaine mission, et les instruments conçus pour la prochaine mission font avancer la science des matériaux et la miniaturisation d'une manière qui alimente la propulsion, les systèmes électriques et la recherche en technologie de communication. Le programme robotique et le programme technologique sous-jacent se renforcent mutuellement. Le point plus large est que la question du temps nécessaire pour parcourir une année-lumière n'a pas de réponse unique. Elle offre une gamme de réponses allant de l'histoire plus longue que l'histoire enregistrée à quelques années, selon la technologie utilisée. Cette portée elle-même vous apprend quelque chose d'important. Cela vous indique que le voyage interstellaire n'est pas catégoriquement impossible. Elle se situe dans l'espace de la loi physique. Elle est limitée par l'ingénierie plutôt que par la nature de la réalité, et les problèmes d'ingénierie, avec suffisamment de temps et d'efforts, ont tendance à être résolus. Le fait que la meilleure réponse que nous ayons aujourd'hui soit environ 1600 ans, avec un vaisseau de classe sonde solaire Parker, mais qu'un design laser théoriquement fiable puisse réduire cela à 5 ans, n'est pas une déclaration sur les limites de l'univers. C'est une déclaration sur la situation actuelle dans le développement des technologies concernées. Ces technologies ne resteront pas là où elles sont. Le résumé honnête est le suivant. Avec la technologie actuelle, traverser une année-lumière prend environ 1600 ans. Avec la technologie des voiles laser du futur proche, une sonde robotique pourrait le faire en environ 5 à 10 ans. Avec une propulsion à fusion nucléaire qui existe sur le papier et pourrait exister sur du matériel d'ici le siècle prochain, un vaisseau spatial de réelle substance pourrait effectuer le voyage en 8 à 20 ans. Avec la propulsion à antimatière que nous ne pouvons actuellement pas fabriquer à des échelles appropriées,
1 à 2 ans. Avec les moteurs à distorsion ou les trous de verre, qui restent mathématiquement cohérents mais pratiquement hors de portée, la traversée devient pratiquement instantanée. Chaque étape de cette progression est plus exigeante techniquement que la précédente. Et chacune se rapproche davantage de ce que l'univers permet réellement. La trajectoire est réelle et se déplace dans une seule direction. Chaque génération de vaisseau spatial a été plus rapide que la précédente. Chaque décennie de physique a affiné notre compréhension de ce que l'univers permet. Chaque année, les outils disponibles pour les chercheurs travaillant sur ces problèmes deviennent plus performants. Les étoiles ne se rapprochent pas qui pas, mais nous sommes, de la seule manière qui compte vraiment, de devenir meilleurs pour les atteindre. Une année-lumière est un chemin très long. C'est aussi, dans l'ensemble de ce que contient l'univers, une distance extraordinairement courte. Moins d'un quart du chemin vers notre plus proche voisin stellaire, un tout petit pas vers une galaxie s'étendant sur 100 000 années-lumière, elle-même l'une des centaines de milliards de galaxies de l'univers observable. Le fait que nous concevions déjà les outils qui pourraient un jour traverser cette première année-lumière, déjà en train de mener les expériences, de construire les matériaux, d'écrire la physique, de débattre de l'ingénierie, est remarquable en soi. La question de combien de temps cela prendrait est réelle et difficile. Et les réponses honnêtes sont surtout sobres à court terme. Mais la direction est claire, le travail est en cours, et cette combinaison a historiquement suffi. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un laissera tomber une année-lumière, comme s'il s'agissait d'une unité de mesure ordinaire, vous saurez ce que cela signifie vraiment, et vous aurez une idée de l'extraordinaire que ce serait de la traverser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela intéressant, s'abonner sincèrement aide. Cela indique à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être présenté à plus de personnes, et cela signifie que nous pouvons continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Il y a bien plus d'où cela vient. Trou noir, matière noire, le destin de l'univers, la recherche de vie au-delà de la Terre. Abonnez-vous et vous ne manquerez rien de tout cela.